Salut Edouard, Salut Simon. tu vas bien? Très bien, Eh ben, merci. merci d'être venu jusqu'à Nantes pour nous voir et enregistrer ce podcast. C'est faux à la base, ça devait pas se faire, mais on l'a improvisé. J'allais le dire. Voilà, parce que tu viens dans la région pour voir des potes, donc on en a profité pour se voir parce qu'on bosse ensemble. Et du coup, je me suis dit, c'est l'occasion de t'interviewer pour que tu nous présentes Cocotte, que pas mal de personnes doivent connaître maintenant, parce que vous êtes sur une belle croissance. En tout cas, la marque est de plus en plus vue. J'ai pas mal de potes, moi, qui vous suivent, en tout cas. Donc, tu es justement un des cofondateurs avec Delphine, donc ton épouse, de Cocotte Pimp ton style. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te connaîtraient pas? Alors, j'ai déjà fait une petite intro, mais un peu plus en détail, si tu veux. Alors, donc Edouard Balaz, j'ai 44 ans. J'ai 2 enfants, une fille de 12 ans et un fils de 9 ans que j'ai eu avec Delphine. Ma fille, je l'ai eu avec mon ex-femme. Je suis né dans la Drôme, à Valence, de tu parents... le dis avec tellement de tristesse. Non. Non, pas du tout, mais de parents, enfin d'un père lyonnais, grands-parents lyonnais, et ma mère était drômoise, elle, pour le coup. Voilà, donc j'ai grandi dans la Drôme et j'ai déménagé à Lyon quand j'avais 18 ans, on en parlait tout à l'heure. Et puis j'ai vécu un peu à l'étranger, etc. Mais voilà, alors je sais pas jusqu'où il faut que je remonte. Non, mais c'est très bien, tu dis ce que tu veux. Ok, alors si je vais raconter très brièvement mon parcours. J'ai un parcours classique, bac ES, bac ES, école de commerce, enfin d'abord IUT qui n'a pas fonctionné. Ensuite j'ai fait un BTS, action cours en alternance. Moi j'avais besoin les cours me faisaient un peu chier, j'avoue. J'avais besoin de concret, exactement. Donc j'ai fait un BTS en alternance, action commerciale, qui m'a changé la vie. Il faut pas exagérer, mais c'est un peu ça quand même. Où j'ai fait des rencontres qui ont, elles, pour le coup, impacté pas mal ma vie ensuite. Et puis après ce BTS, j'ai intégré une école de commerce à Lyon, dans laquelle j'ai fait 1 an à Lyon et 1 an d'Erasmus. Et ça aussi, j'avoue que ça a changé ma vie, parce que j'ai vécu un an à l'étranger, à Barcelone. Ah oui, bref. À l'époque de l'auberge espagnole. Et c'était vraiment ça, quoi. Et c'était vraiment ça, effectivement. Donc je peux parler de l'auberge espagnole avec l'expérience. Et c'était vraiment des souvenirs fabuleux. Moi, j'incite vraiment tous les enfants de mes potes. Alors maintenant, j'ai des potes qui ont des enfants qui ont bientôt l'âge de partir en Erasmus. C'est dire si le temps passe, mais ou tous les gens qu'on recrute, qui sont en alternance chez nous ou qui envisagent éventuellement de partir à l'étranger, j'ai qu'un conseil à donner, c'est faites-le, parce que c'est vraiment hyper formateur à plein de niveaux. En dehors de la langue. La langue aujourd'hui, c'est, je pense, un truc qui est un peu plus acquis qu'à notre époque, même si on n'est pas les rois de l'anglais en Europe, mais bon. Donc super expérience, et puis je suis rentré en France en 2004, et j'ai attaqué ma vie professionnelle à ce moment-là. Voilà, donc ça fait 20 ans déjà. Ouais. C'est ce que tu racontais tout à l'heure, tu as eu plein d'expériences entrepreneuriales, même en parallèle d'ailleurs. Ouais. Celle pour laquelle tu es là principalement aujourd'hui, c'est Cocotte. Ouais, en effet. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est Cocotte aux personnes qui nous écoutent? Alors j'ai souvent tendance à dire que Cocotte c'est un hasard, en tout cas plus pour moi qu'évidemment pour Delphine, clairement. Cocotte, à l'origine c'était une page Facebook. C'est un nom bizarre parce que le projet était le projet était pas bizarre, mais Delphine à l'origine elle avait cette page Facebook qu'elle alimentait de looks, de conseils. Au début elle montrait pas son visage, parce que elle faisait un métier où elle avait pas envie qu'on la reconnaisse. Elle était chef de service dans le social, en protection de l'enfance, donc elle avait un métier qui n'avait absolument rien à voir avec notre métier actuel. Et en fait elle allait faire du shopping et elle montrait les vêtements qu'elle achetait, et elle les assemblait les uns avec les autres, elle donnait des conseils aux gens, voilà. Mais c'est un truc qui pouvait l'occuper, elle pouvait s'en occuper pendant 1 semaine, et puis pendant 2 mois elle s'en occupait pas du tout, quoi. Bon. Elle avait une certaine notoriété, il y avait 3-4 000 personnes qui la suivaient au début, puis c'est en quelle année ça? C'était il y a 10 ans, grosso modo. Donc en 2014-2015,
vraiment juste avant qu'on se rencontre, ça fait 11 ans qu'on est ensemble, juste avant qu'on se rencontre, elle lance ce truc. Et puis ça prend un petit peu, mais c'était sans ambition. Enfin, jamais elle se disait je vais créer ça parce que dans 10 ans j'ai envie d'en faire une marque de fringues. Vraiment pas, évidemment. Et puis les histoires de la vie, on a eu notre fils, Oscar, qui est né en 2015. Et en fait, le social, à partir du moment où tu as des enfants, c'est un métier qui se transforme. Et tous les gens qui bossent dans le social te le diront. Alors, je le dis pas par expérience, mais je le dis parce que j'ai déjà entendu Delphine en parler avec des gens qui bossent dans le social et qui disent qu'effectivement, le problème, c'est quand tu peux projeter ce que tu traites au quotidien dans ta propre famille, ça devient encore plus difficile de supporter la vie des autres, entre guillemets, en tout cas de ne pas souffrir de ce que tu vois au quotidien. Et là, je crois que ça a effectivement créé une espèce de fracture dans la vie professionnelle de Delphine. Et elle a fait un burn-out, elle est tombée dans une dépression, elle n'a pas bossé pendant 1 an. Et donc, pendant cette période, elle avait plus de temps pour s'occuper de la fameuse page Facebook, et donc devenu un compte Instagram, puisque Instagram s'est développé fortement à cette époque. Et c'est là où la chose a pris un peu d'ampleur, et le nom qui, à l'époque, je ne l'ai pas expliqué, mais avait été créé par l'association de plusieurs clins d'œil personnels de Delphine. Les cocottes, c'était le surnom que sa grand-mère lui donnait, à elle et sa sœur et sa cousine. Et Pimp ton style, c'était une allusion à l'émission Pimp My Ride qu'elle regardait avec ses colocs. Elle était qu'avec des colocs, Delphine, quand elle était jeune. Et donc elle s'est dit, ouais, ok, je vais faire un mélange de ces deux trucs, et ça a donné des cocottes Pimp ton style. Voilà. Donc on l'a pas créé, elle l'a pas créé en disant, ça sera le nom de ma marque. Sauf que quand c'est devenu sérieux, quand s'est dit, elle la première, et puis moi ensuite avec elle, qu'il y avait tellement de gens qui la suivaient et qui allaient acheter des vêtements aux endroits où elle leur disait d'aller acheter des vêtements, elle s'est dit, en fait, je vais leur vendre directement les vêtements plutôt que de leur dire d'aller les acheter ailleurs. Et donc là, forcément, elle s'appelait les cocottes Pimp ton style, donc il fallait que la marque s'appelle comme ça, parce que sinon les gens n'allaient pas forcément comprendre. Ouais, et puis comme elle pensait pas que ça allait marcher non plus, hein, on va être honnête, voilà, c'est parti comme ça. Ok, ça marche. Et du coup, aujourd'hui, quand tu présentes Cocotte, tu dis quoi? C'est une marque de vêtements Ouais, alors à quelqu'un qui est vraiment, je sais pas, un investisseur, j'en sais rien. Tu vas me mettre en difficulté parce que j'en parlais cette semaine justement à un événement qu'on faisait là, auquel Delphine participait. Moi, j'étais dans le public et quelqu'un m'a posé cette même question. Et c'est pas comme si ça faisait 1 an qu'on payait une agence, tu le sais évidemment très bien, puisqu'on travaille ensemble depuis quelques mois déjà, qui justement nous aide à positionner notre marque et en l'occurrence à la repositionner. Et donc on a fait faire toute une étude sur le sujet, un brand book, etc. Et dans ce brand book, il est écrit exactement la façon qu'il faudrait que j'arrive à apprendre par cœur pour dire ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait. Enfin, voilà, ils ont cette force de trouver les mots que nous, on peut avoir du mal à trouver. Alors, si je devais l'expliquer simplement, je trouve que c'est important de raconter l'origine du projet et ce qu'on est devenu aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il y a un lien qui est très fort entre ce qu'était Delphine avant de faire de la mode, elle était dans le social, et ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on apporte à nos clientes. C'est cette espèce de confiance qu'elles peuvent ressentir en portant nos vêtements. Alors ils n'ont pas un super pouvoir, nos vêtements, hein, c'est pas du tout ça, on est plutôt du genre très humble et on a vraiment les pieds sur terre. Mais ce que je veux dire, c'est que la proximité qu'on a pu cultiver avec Instagram, avec nos clientes, et la notion de conseil a été déterminante dans le succès qu'on a rencontré depuis 4 ans, 3 ans et demi. Et c'est vrai que les retours qu'on reçoit très souvent, vraiment très souvent, c'est pas genre 2 fois dans l'année, quoi. C'est vraiment 1 fois par semaine minimum, où il y a une cliente qui nous envoie un message en disant, c'est même plus qu'1 fois par semaine, je dis n'importe quoi, c'est quasiment tous les jours, en nous disant, depuis que j'ai découvert votre marque, je me sens mieux dans mes vêtements, je me sens mieux dans ma vie, etc. Et ça, c'est vraiment un truc qui tient vraiment très à cœur à Delphine, c'est d'apporter de la confiance, de permettre aux gens de s'assumer dans un style qui n'est pas un style... alors, on est pointu, mais en même temps, on fait beaucoup d'oversize, donc c'est-à-dire qu'on a des vêtements qui peuvent aller à toutes les morphos, à des personnes qui ont 55, 60 ans. Moi, ma mère, elle a 72 ans, elle s'habille beaucoup chez nous. Et on a des enfants de clientes qui ont 25 ans qui s'habillent aussi beaucoup chez nous. Donc, on est intergénérationnel. Voilà, et on essaye de donner du
du plaisir aux gens le matin quand elles ouvrent leur dressing en se disant qu'elles sont contentes de porter nos vêtements et que ça leur donne une espèce de force. Voilà, ça peut paraître présomptueux, mais je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Ouais. C'est un peu ça. Là. On l'a vu, là, on travaille ensemble, en effet, tout ce qui était un peu manifeste de Delphine, etc. Donc c'est hyper important pour elle. Et quand on a commencé à travailler ensemble, tu as dit c'est très très important la partie service, relation avec nos clientes. On veut surtout pas perdre ça. Ouais. Il y a aussi un point, et je me l'étais noté pour plus tard, mais on va en parler. C'est que c'est drôle, mais pendant toute la partie où on travaille ensemble, tu sais, nous on veut pas pousser les ventes, etc. On veut être dans le conseil de dire tu as déjà des fringues, des basiques, et on va essayer de te faire en sorte que tu puisses les mélanger avec un vêtement peut-être neuf que tu auras acheté chez nous. Mais en tout cas, nous, le conseil, c'est on t'oblige pas à acheter nos vêtements. Enfin, on t'oblige pas, personne n'oblige personne, mais on va te dire, ok, tu as déjà plein de fringues qui sont déjà très bien, et tu peux sublimer ton style avec juste une ou deux touches de vêtements que tu vas acheter chez nous. Exactement. Et cette approche-là, elle est assez... c'est vrai que ça a toujours été un des fils conducteurs de Delphine, déjà à la base, avant même que la marque existe. Elle faisait beaucoup de treat dressing, c'est-à-dire qu'elle allait chez des clientes physiquement et elle ouvrait leur dressing et là, elle disait ça tu gardes, ça tu donnes, ça tu gardes, ça tu donnes. Et ensuite, elle les aidait à associer les pièces qu'elle gardait entre elles et puis s'il y avait besoin de compléter, elles allaient faire du shopping ensemble et acheter que quelques pièces qui pouvaient compléter les premières. Et c'est vrai que ça, c'est toujours resté un pilier hyper important de notre activité, c'est que Delphine, dans les présentations qu'elle fait de nos collections, parce que dès qu'on sort une collection, on en fait 9 par an, donc 5 l'hiver, 4 l'été. Il y a une présentation assez longue de la collection, donc Delphine présente elle-même toutes les pièces quasiment de la collection. Et en fait, depuis toujours, elle a donné beaucoup d'importance au conseil en disant, voilà, si vous vous sentez pas d'acheter cette pièce parce que vous ne vous projetez pas de la mettre à plusieurs occasions de votre vie professionnelle ou personnelle, ne l'achetez pas. On n'a jamais eu cette volonté de vendre à tout prix. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, si tu as un coup de cœur pour une pièce, mais que tu as un doute sur le fait qu'elle puisse vraiment t'aller, que ça corresponde à ta personnalité, etc., dans ce cas, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute, il ne faut pas que tu l'achètes. Voilà, en gros, c'est ça le fameux cas de... J'ai très bons exemples. De t'achètes un vêtement... Et en fait, tu le mets quasiment jamais, ou alors tu le mets une fois et puis en fait, il traîne et tu le redécouvres peut-être 10 ans après. Et donc voilà. Donc ça traîne, ça. Donc, c'est ce que j'allais dire quand je t'ai demandé la définition, c'est pas très élégant, mais de décrire un peu ce qu'était Cocotte actuellement. Moi, ce que j'avais en tête, c'était des basiques hyper élégants, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et je dis pas ça de façon péjorative, du tout, au contraire. Mais c'est dire, c'est des vêtements qui, dans 20 ans ou dans 30 ans, sont encore... tout à fait. Alors, c'est vrai que le basique, c'est une notion qu'on a beaucoup travaillé au début. Parce que je pense que si on a grandi nous beaucoup avec la marque et c'est aussi un truc qu'il faut pas oublier, c'est que notre expérience nous dans ce métier elle est seulement de 3 ans et demi, c'est-à-dire qu'avant on connaissait pas du tout la mode, on la connaît évidemment beaucoup mieux aujourd'hui, mais je crois que ça se voit beaucoup dans le style et dans le tournant stylistique qu'a pris la marque depuis qu'on a commencé. Alors déjà, nous, on a commencé à faire nos premières collections, c'était de l'achat-revente, ça c'est important de le préciser aussi. Quand on a commencé, on achetait nos vêtements, on sélectionnait nos vêtements chez des grossistes, on les dégriffait et on les regriffait avec une griffe, c'est-à-dire une étiquette sur laquelle était précisé le fait qu'on avait sélectionné le vêtement. C'est-à-dire nous, on a préféré jouer franc jeu en disant... pièces sélectionnées par les Cocotte Pime ton style. On voulait pas que les gens pensent que c'était quelque chose qu'on avait créé parce que c'était pas le cas. Et dès qu'on a pu dessiner nous-mêmes nos modèles avec une styliste, d'abord en freelance et ensuite une styliste qu'on a salariée, là évidemment on était fiers de dire que c'était nos vêtements. Et depuis lors, notre style a pas beaucoup changé, mais il a évolué. Et il a évolué proportionnellement à notre expérience. Et c'est vrai que la partie basique à laquelle tu faisais référence, elle est évidemment toujours là. Elle prend une autre forme dans notre assortiment, et notamment à partir de la rentrée de septembre. Mais oui, il y a eu beaucoup de ça au début, parce que je crois que quand tu commences, surtout dans un métier que tu connais pas, tu as besoin de t'accrocher à des certitudes. Et je pense que dans ce métier, les certitudes, tu les as sur les pièces sur lesquelles
tu es quasiment sûr à 100% qu'elles vont marcher. Donc, c'est un peu ce globalement, que je voulais dire, le basique, alors, le basique, tu peux le travailler de plein de façons différentes. Déjà, en termes de style, un basique, il peut varier en fonction de la marque chez laquelle tu vas, tu vas acheter le vêtement. Et puis, le textile que tu choisis. Bref, il y a beaucoup de détails qui peuvent faire qu'un basique est très dissemblable en fonction de chez qui tu vas. Donc ça, c'est important. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on l'a travaillé au début. Et puis ensuite, je crois qu'il y a vraiment eu pas une épiphanie, mais je pense que Delphine aussi a beaucoup appris avec ses premières années, que maintenant elle est beaucoup plus libre stylistiquement parlant. Et puis le fait qu'on ait nos propres usines, enfin pas nos usines en propre, mais je veux dire on travaille en direct avec nos usines au Portugal notamment, on est beaucoup plus libre en termes de créativité. Donc ça nous a beaucoup ouvert aussi le champ des possibles sur la création. Et donc je pense qu'aujourd'hui on fait des pièces beaucoup plus pointues qu'au début. Oui, bien sûr. Et donc le basique a une part un peu moins importante dans notre assortiment, mais malgré tout, il est évidemment toujours là et c'est toujours important. Ouais. C'est ce que je veux dire sur la partie basique élégante, c'est qu'en effet, c'est pas le basique en genre un jean et un t-shirt blanc, tu vois. C'est que c'est des vêtements que tu peux mettre assez facilement, mais que quand tu les mets, ils sont quand même assez classe, tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. J'ai cette impression-là. C'est pas... et parce que c'est pour ça que je mets basique élégant, parce que si tu mets juste des fringues élégantes, tu peux t'attendre à un truc ultra travaillé dans le sens avec beaucoup de détails, peut-être un vêtement fragile que tu vas pas oser mettre au quotidien, alors que là c'est un vêtement que tu peux mettre facilement au quotidien et qui en même temps est assez classe, tu vois, c'est plutôt ça que je veux dire. Mais le basique, pour finir là-dessus, sur cette notion de basique, Delphine elle l'utilise beaucoup parce qu'un basique avec une pièce par-dessus, il peut changer complètement l'allure d'un look, carrément. Et c'est ça qu'on fait beaucoup. Et autre chose qui nous a beaucoup animé pendant ces 4 années, c'est que une pièce peut effectivement être... On réfléchit beaucoup comme ça quand on fait une collection, on veut que nos pièces elles puissent être portées dans un cadre de travail, par exemple une réunion importante, une présentation, etc., mais que tu puisses aussi la mettre le week-end, parce que si tu l'associes avec une autre pièce de nos collections ou une autre pièce que tu as dans ton placard, et ben en fait ça marche malgré tout. Voilà. Ouais. Donc on aime cette polyvalence. Voilà, on n'a rien inventé, c'est juste que on estime qu'effectivement un vêtement il doit pouvoir se porter à plein d'occasions différentes et qu'en fait en fonction de ta façon de le mettre ou de le rentrer dans un pantalon ou de ne pas le rentrer ou de le porter avec telle ou telle pièce, il prend il est polymorphe quoi, il prend vraiment une apparence différente. Voilà. Et tu t'as répété plusieurs fois que ça a démarré vraiment il y a 3 ans et demi. Donc, Delphine a commencé sa page Facebook, ça a commencé à prendre il y a à peu près 10 ans, t'en parlais tout à l'heure, enfin en tout cas c'était le début. Première question, qu'est-ce qui s'est passé entre il y a 10 ans et 3 ans et demi et qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 ans et demi? Pourquoi c'est cette limite-là? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est genre vous avez dit ok on crée une boîte et on lance un site C'est ça, alors la création officielle, parce qu'il y a eu la première... Alors dans l'ordre, en fait, effectivement, la page Facebook avait déjà 4-5 ans. Ensuite, c'est devenu un compte Insta. Et pour que les gens comprennent, il y avait combien de personnes qui suivaient la page? Alors sur la page Facebook, avant que ça devienne un compte Insta, je crois qu'il y avait 6 ou 7 000. Ouais. Un peu moins même, peut-être 5-6 000. Ensuite, compte Insta, Covid. Et là, ça c'est... Voilà, je faisais allusion à un événement qu'a fait Delphine cette semaine. Et il y avait il y avait 2 autres personnes qui témoignaient avec elle. Il y en avait notamment une qui a lancé un business dans le yoga, etc. Et qui racontait qu'elle, le Covid, l'avait complètement lancé parce qu'en fait, elle avait une école de yoga et de danse. Elle a plus pu recevoir ses élèves. Donc, elle s'est dit, ma seule façon de toucher mes élèves, c'est de faire des vidéos et de me mettre sur Instagram. Nous, on était déjà sur Instagram et ce qui a changé beaucoup l'histoire des cocottes à ce moment-là, c'est que les gens n'avaient que ça à faire. Les gens étaient toute la journée sur Instagram, ils ne pouvaient plus aller dans les magasins, donc ils voulaient absolument trouver des fringues sur Internet. Et nous, ça a eu un effet amplificateur, ça a été un tremplin vraiment gigantesque. J'ai vraiment un doute sur l'endroit où on serait aujourd'hui s'il n'y avait pas eu le Covid, clairement, pour nous. On existerait certainement, mais peut-être pas sous une autre forme, ça serait peut-être allé moins vite ou d'une façon différente, mais peu importe. Et donc le Covid a permis à la page Insta, au compte Insta, de beaucoup se développer. C'est là, à ce moment-là, en 2020, où Delphine se dit, avec l'aide de quelqu'un qui l'accompagnait personnellement, qui lui a dit, en fait, si tu n'essayes pas, tu sauras jamais si ça peut marcher. Donc, fais un produit, et puis tu vois ce que ça donne. Voilà, et elle a fait un sac à Marrakech, je me souviens.
Ça c'est post-confinement en gros, c'est pendant le confinement. Ah, pendant. En 2020. Donc elle a réussi à faire un sac pendant le confinement. Ouais. En 2020. Petite prouesse quand même. Effectivement. Et le sac, on le vend, on en fait 50 et on le met même pas sur Instagram. On le vend juste en parlant, enfin juste elle en parle autour d'elle et on vend les 50 modèles de sacs le week-end, en un week-end. Donc là, elle se dit, bon, bah en fait, ok, ça peut marcher. Donc deuxième sac, pareil. Et c'est à partir de là où en octobre 2020, on se dit, bah go, quoi. Il faut créer un site, on va sourcer des produits chez des grossistes. Voilà, ils étaient déjà flagués Cocotte à l'époque. Ouais, elle avait fait faire un logo par une de nos copines archi. Qui est le logo actuel. Hein. Non, qui a changé quand même depuis, mais on a gardé des exemplaires de ce sac parce qu'on se dit que c'est sympa déjà de garder ça en souvenir et de se rappeler d'où on vient quand même globalement. Et donc ce premier logo, c'est le premier logo des cocottes en fait. Et puis ensuite, première collection en octobre, je m'en souviendrai vraiment toute ma vie, le lancement, l'ouverture du site qui était sur Wix à l'époque, chez les parents de Delphes. Vous n'êtes pas obligé de lancer sur Wix, hein, si jamais. Non, c'est pas un conseil que je donnerais forcément parce que je vais pas dire du mal de Wix parce que franchement, je rigole. ça marche plutôt bien, et vu nos compétences de l'époque, elle l'a fait elle-même, je l'ai aidé un peu après, etc. Franchement, c'était adapté, ça marchait plutôt bien. Et je m'en souviens évidemment très bien parce que déjà c'était émouvant parce que ça avait été beaucoup de boulot. Et puis ça a marché tout de suite. On a ouvert le site, on a eu je sais pas combien de commandes l'après-midi même. Vous avez combien de pièces au lancement environ la première collection, je pense que c'était une capsule. À l'époque, on appelait ça capsule et je sais pas, il y avait peut-être 15-20 pièces maximum. Okay. Maximum, ouais. Ouais, très bien. Ce qui est déjà pas mal dans l'absolu. Et donc là, lancement et en un mois et plus rien, quoi. Ah, mais même pas. Même pas un mois. C'est 2 jours, il y avait déjà... Donc après, on faisait les commandes à la maison. Moi, je faisais ça en plus de mon boulot à l'époque. Mais là, je m'éloigne un peu peut-être. Alors, je vais peut-être te laisser reposer une question, non ? Ou j'enchaîne ? Non, pas du tout, vas-y. Et donc voilà, le truc commence comme ça. Du bricolage, quoi. Vraiment, je dirais que les gens, hein, si un jour tu interviews quelqu'un qui dit « Ouais, mais non, et moi j'ai commencé, j'étais déjà dans des bureaux, etc. » Non, c'est faux. En fait, je crois qu'on commence tous pas dans un garage, hein, je vais pas me prendre pour Steve Jobs ou Jeff Bezos, mais nous on a commencé chez nous dans notre salon. Les commandes on les préparait à la main tous les deux au début, on faisait venir des jeunes le week-end pour nous aider à faire les colis. Moi j'imprimais les bons au bureau parce que j'avais des bureaux aussi à l'époque, parce qu'on faisait des lancements le soir, donc on mettait en ligne à 20h30, 21h, le temps que les gens commandent. Moi j'attendais que les commandes arrêtent de tomber parce qu'il y a un moment on était en rupture le jour même, et une fois qu'on était en rupture, j'imprimais les bons de commande et les avis d'expédition, et je restais au bureau jusqu'à 1h30 du mat, et puis le lendemain on préparait les colis nous-mêmes, et voilà. Donc, et ça c'est des étapes pour moi qui sont indispensables dans la création d'une boîte. Si t'as pas eu toi-même les mains dans le cambouis, tu peux pas savoir ce que c'est que de préparer des commandes, de bosser avec un logisticien ensuite, etc. Ouais. etc. T'as pas la valeur des choses, quoi. Voilà, et ça c'est vraiment essentiel. Ouais, vraiment. Et tu te dis quoi à ce moment-là quand tu vois ça, genre le succès très rapide? Tu dis... On était émus. Toi, tu bossais à côté ou t'étais Ouais, je bossais à côté, j'avais ma boîte, donc la journée, j'essayais de... Alors, j'avais ma boîte, mon associé est à Paris, j'avais une activité qui me permettait je m'organisais comme je voulais, donc si je voulais bosser pour les cocottes le mardi à 14h, je pouvais, hein, c'était vraiment pas un sujet ça, mais il fallait quand même que je fasse tourner ma boîte à côté, donc je pouvais pas non plus me permettre de la mettre de côté complètement et de me concentrer à fond sur les cocottes, donc je faisais les deux. C'est pour ça que je bossais beaucoup le soir et le week-end, parce que j'avais quand même globalement aussi du taf, donc je pouvais pas tout faire. En tout cas, je pouvais tout faire, mais voilà, quand j'avais le temps. Et puis surtout, en fait, il y a un truc qu'il faut aussi dire, c'est que à l'origine, moi j'aide Delphine parce qu'elle a besoin d'aide, mais pas parce qu'on se dit on va monter cette boîte ensemble, ou on va bosser ensemble parce que c'est notre rêve. J'en parlais encore cette semaine justement à l'événement auquel je faisais allusion. Jamais, si on m'avait posé la question il y a des années, ou même toujours toute ma vie, est-ce que tu veux bosser avec ta femme, j'aurais toujours dit non. Toujours. Voilà. J'ai jamais eu cette ambition, cette envie, parce que Delphine et moi, on est très semblables là-dessus, on est très indépendants. Moi, je suis très indépendant déjà, et elle l'est aussi, donc on s'est bien trouvé à ce sujet-là.
Et donc, elle t'aurait fait la même réponse. Déjà aussi parce qu'elle bossait dans le social, mais jamais elle aurait eu envie de bosser avec moi ou avec son mari, quoi. Je veux dire, c'est pas moi en particulier, c'est juste le principe de bosser avec son mari. Voilà. Donc, en fait, c'est vrai que c'est pour ça que quand tu me demandais tout à l'heure d'expliquer un peu l'origine de cette boîte et de cette aventure, moi, je dis souvent que c'est un hasard, parce que pour moi, c'est un hasard. Voilà, pas pour elle. Elle, je pense que c'est un truc c'est la vie, quoi, voilà, qui s'est présenté, l'opportunité qu'elle a su saisir et que j'ai su l'aider à saisir. Mais moi, clairement, au début, je n'envisageais pas que ça devienne ça. Mais sauf que ça a pris tellement vite et j'aimais tellement ce qu'on faisait que ça a été assez évident, assez rapidement, que ça allait devenir ma nouvelle vie, en fait, effectivement. Ouais. Non, mais c'est hyper intéressant comme histoire. Delphine l'a déjà raconté peut-être sur les réseaux sociaux, tout ça, j'imagine. Ouais. Alors, elle a jamais fait de podcast, tu vois. Elle en fait un à la rentrée. Tu vois, c'est toi avant elle. Exactement. Tu vois. Pour une fois. Elle en fait un certainement à la rentrée, là, mais c'est pas des choses sur lesquelles on veut surfer, en fait. On n'a jamais voulu construire notre société autour de notre histoire. Franchement, ça peut paraître paradoxal de dire ça, surtout la concernant, parce qu'elle est très présente sur les réseaux et qu'elle a son compte perso avec beaucoup d'abonnés, etc. Mais où elle parle de tout et pas que de boulot, elle parle aussi de trucs perso un peu, et elle peut montrer des photos prises à la maison, etc. Mais la vérité, c'est qu'on n'a jamais voulu faire en sorte que cette histoire-là devienne un peu un truc il faut qu'on la raconte parce que les gens vont trouver ça génial et on va se mettre en avant, etc. On n'est pas du tout comme ça, et c'est pour ça que moi j'apparais très peu sur Instagram. Déjà, j'ai un compte, je suis un stalker moi sur Instagram, je ne regarde que les comptes des autres, je n'ai jamais rien publié de ma vie, et je suis assez discret sur le sujet. Je suis pas très... Un peu quand Anatole nous fait des posts en direct pendant les enregistrements comme maintenant, mais c'est tout. Très cool, franchement, c'est une histoire assez ouf. Donc là, on va parler un peu plus de la partie conseil que tu pourrais avoir pour des personnes qui voudraient se lancer dans le e-commerce et plus spécifiquement aussi dans les vêtements. Je vais être très spécifique. Tu l'as dit, vous avez commencé à lancer une page Facebook. Alors, c'était pas du tout calculé, évidemment. Ouais. Mais admettons que quelqu'un veuille faire pareil, enfin, en tout cas, lancer une marque de vêtements. Est-ce que tu conseillerais aujourd'hui à quelqu'un de commencer à faire un peu ce qu'a fait Delphine, à savoir conseiller sur les vêtements, se créer une communauté et lancer une marque de vêtements, ou direct, hop, je lance une marque Donc, step 2 que tu as raconté. Bah, y a les deux peuvent marcher. La vérité, c'est qu'effectivement, si tu te construis une expertise, quel que soit le sujet, on parle de mode, mais c'est valable pour plein d'activités. Si tu peux te construire d'abord une expertise et ensuite vendre les produits qui répondent à la dite expertise, tu as fait une partie du boulot, quoi. C'est-à-dire que la partie commerciale, elle est déjà faite parce que tu es légitime pour vendre le produit que tu conseilles les gens d'acheter depuis des années, quoi. Y a un très bon exemple dans la mode, c'est Bonne Gueule, par exemple, pour la mode masculine, qui a été un blog qui cartonnait à l'époque parce que c'était super pointu. Et puis les mecs, ça cartonnait tellement qu'ils se sont dit ok, en fait on est devenu légitime, et donc on va construire une marque. Et là, une fois que tu as la légitimité, que tu construis la marque, logiquement, si tu fais les choses correctement, il y a de grandes chances qu'elle marche. Voilà. Et c'est le cas pour eux, c'est devenu une belle boîte depuis. Et puis tu as d'autres exemples comme Asphalt, où même si William, le créateur, un des deux fondateurs, était dans la mode avant, quand il a créé Asphalt, il n'avait pas une plateforme où le mec était légitime, personne ne le connaissait. Et en fait, d'ailleurs, aujourd'hui, je veux dire, à part les gens de notre métier qui le connaissent, les clients d'Asphalt ne savent pas forcément comment s'appellent les deux fondateurs, quoi. Mais il a su créer quelque chose d'une manière différente des autres. Je trouve que eux particulièrement ont eu le ton qui, pour moi, est le ton qui marche aujourd'hui, qui va marcher à l'avenir sur Instagram, qui est un ton de transparence, d'honnêteté, où tu caches rien à tes clients. Alors évidemment, il y a la partie pricing qui est super importante pour eux et qui a fait que le truc a marché aussi, c'est qu'ils sont super agressifs sur leur prix et ils sont très bons, ils ont un rapport qualité-prix qui est vraiment exceptionnel. Pour connaître maintenant le métier, je me rends compte à quel point ce qu'ils font est fort. Et donc l'addition de ces facteurs a fait que le truc a cartonné. Donc en fait, je sais pas s'il y a vraiment je pense que c'est peut-être plus compliqué de comment, parce que tout le monde n'est pas capable d'être vraiment légitime sur un sujet. En fait, se filmer tous les jours pour raconter quelque chose, il faut vraiment être fort. Franchement, je le vois. Moi, je vois Delphine, c'est quelque chose qu'elle a découvert en elle. Elle savait pas qu'elle savait faire ça. Franchement, elle le faisait vraiment pour le plaisir au début.
Maintenant, c'est devenu son métier, donc c'est un peu plus douloureux parfois de le faire parce que y a des obligations, donc elle est obligée de publier des trucs des jours où elle n'a pas envie de le faire, mais malgré tout, elle le fait vraiment. Elle a beaucoup de talent sur le sujet, mais c'est pas un talent qu'elle connaissait, tu vois. Ouais. Et donc, c'est une énorme force d'avoir quelqu'un qui incarne la marque comme ça et qui peut effectivement, voilà. Donc, je sais pas s'il y a une. En tout cas, je pense que les gens, il faut être très réaliste en fait. Si tu te sens pas d'être et puis il faut surtout être bien entouré, en fait, c'est ça le sujet. C'est-à-dire que si tu penses que tu es bon dans la partie conseil et que tu n'as pas la personne autour de toi qui va dire non, en fait, ça marche pas. T'es pas crédible, le ton ça va pas, tu t'adresses pas aux gens de la bonne façon. Enfin, je sais pas si j'utilise les bons termes, hein, mais et que tu t'insistes malgré tout dans cette direction. Ouais. Voilà, ça peut être un peu casse-gueule en fait. Ouais, complètement. Voilà, vraiment. Vous avez une particularité, c'est que vous lancez des collections assez régulièrement. Ouais. Je vais pas dévoiler un secret, mais vous êtes encore toujours assez souvent sold out assez rapidement, en tout cas sur certaines pièces. Ouais. Moi, le réflexe, je te posais la question, mais je vais te la reposer là dans le podcast. Qu'est-ce qui fait que vous dites pas, ok, on augmente le nombre de pièces parce qu'en fait on est régulièrement sold out? Est-ce que c'est un problème de prod tout bêtement? Ou est-ce que vous dites, ok, on veut quand même limiter pour avoir créer une certaine de rareté, etc. Ou en fait c'est juste que vous voulez rester à un certain niveau, j'en sais rien. C'est un sujet qui est assez vaste. Tu me dis si tu veux pas répondre. Ah non, aucun problème, vraiment aucun problème. Alors ça c'est quelque chose qui nous a été un peu reproché, mais un peu seulement. Par vos clients ou par nos clientes, ouais. Je vais y revenir après sur les reproches et les réseaux sociaux. Ça m'intéresse d'en parler. Je sais pas si tu as une question prévue sur le sujet. Non, mais vas-y, je suis très chaud. J'en parlerai après. Je suis très et donc, alors sur la partie production et rupture, quand on a commencé, on a commencé franchement avec. Je vais donner des chiffres avec moins de 5 000 €, je crois. Et donc, on a sourcé ce qu'on pouvait, quoi. Donc au début, nos capsules, parce que elles s'appelaient capsules, on les avait numérotées, capsule numéro 1, 2, 3, jusqu'à, je sais plus à laquelle on s'est arrêté, mais 13 ou 14 je crois. On avait finalement peu de volume, sauf que la chance qu'on avait, c'est qu'il y avait déjà 6 000, 7 000, 8 000 personnes qui suivaient le compte sur Instagram. C'est comme si tu ouvrais demain une marque et tu avais sur ces 8 000 personnes, imaginons ne serait-ce que 10% de ces 8 000 personnes, tu as déjà 800 personnes qui font la queue dans ton magasin. Donc forcément, sur ces 800, il y en a peut-être, tu vas transformer, imaginons 1 sur 5, 1 sur 6. Bon, bah, t'es vite sold out parce que t'as pas pu anticiper que t'allais vendre autant. Donc, c'est ce qui nous est arrivé pendant très longtemps. Toutes nos capsules, pendant la moitié de notre histoire, on vendait absolument tout en quelques heures. Ce qui est un confort et un luxe incroyable dans ce métier. Et pour toute société, hein, quelle que soit le produit que tu vends, t'es un boulanger, le matin t'ouvres à 8h, à 10h30 t'as déjà vendu tous tes croissants, tes pains au chocolat, t'es le boulanger le plus heureux de la ville, quoi. Donc, tu peux rentrer chez toi et faire dodo. Ouais, exactement. Donc nous, ça nous a offert beaucoup de confort financier, parce qu'il faut évidemment, c'est le nerf de la guerre, hein, je veux dire, on s'est lancé avec que dalle, avec très peu. Ça nous a permis de faire notre réseau et ensuite de devenir ce qu'on est devenu, c'est-à-dire de quitter l'achat-revente pour passer sur la production. Parce que là, la production, on n'est plus du tout sur les mêmes sujets. C'est pour ça que je partais du début. Ensuite, quand on a commencé à faire fabriquer, on a fait fabriquer, là encore, avec nos moyens. Donc, sur des volumes qui étaient aussi qu'on était obligé de contrôler. Sauf que, en fait, on a grossi tellement vite que la demande nous précédait tout le temps. C'est-à-dire que nous, on augmentait les volumes, mais la demande allait plus vite que nous, quoi. C'est-à-dire qu'on pensait pouvoir répondre à la demande, mais la demande, elle était toujours en avance. Donc à chaque fois, on était toujours sold out. Voilà. On avait beau essayer de rattraper la demande, voilà, c'est vraiment une chance qu'on a eue pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'on devienne vraiment beaucoup plus gros. Les gens vont s'imaginer qu'on est Cézanne. Par an, rappelons-le. Pas du tout, mais voilà, à partir du moment où 100% de nos collections étaient faites au Portugal, là déjà on a commencé à étendre un peu les gammes, c'est-à-dire qu'on avait des collections qui étaient plus larges. Donc aujourd'hui on a toujours ce phénomène de rupture sur certains produits, mais ça c'est quelque chose, j'ai envie de te dire, le jour où quelqu'un dans la mode te dit « je savais avant de lancer la collection que j'allais être en rupture sur telle et telle référence », il ment. Voilà, vraiment, je te dis, avec le peu d'expérience qu'on a, il y a des produits, on est sûr qu'ils vont marcher, et d'autres non, et il se passe exactement l'inverse. Ouais. C'est un truc de fou. C'est ce que tu m'as raconté il y a quelques semaines. Ouais. Ça, c'est à la fois, je dirais que c'est beau et c'est terrible en même temps, parce que c'est beau, ça veut dire plus de volume sur certains qui en fait se vendent moins. Voilà, exactement. Donc tu te retrouves avec du stock sur des références dont tu pensais qu'elles allaient cartonner,
et tu te retrouves sold out sur des références où tu pensais qu'il n'y aurait pas forcément la clientèle parce qu'elles sont plus pointues. Ça nous est arrivé récemment sur un pantalon rayé orange et je me souviens plus de la deuxième couleur. Bref, qu'on a vendu en 20 minutes la totalité du stock et pas un petit stock. Et ben, on pensait que c'était l'autre qui allait marcher plus que celui-là et voilà. Donc cette notion de rareté, en fait, c'était pas une stratégie, mais ça serait malhonnête de dire que ça nous a pas servi. En fait, ça nous a beaucoup servi, évidemment, parce que les gens étaient frustrés, que du coup, nos clientes qui voyaient leur copine qui avait réussi à choper telle pièce, elles disaient ah t'as réussi à choper, pas moi. Exactement. Donc ensuite elles revenaient la fois suivante parce et tout le monde se connectait à l'heure fixe de lancement et se précipiter sur les pièces, etc. Donc au début on avait beaucoup de gens qui passaient 4-5 commandes parce qu'elles voulaient être sûres d'avoir la première pièce. Donc elles passaient une première commande avec une seule pièce dedans et ensuite elles revenaient, elles passaient les autres commandes parce que elles avaient peur de perdre du temps et de rater, voilà. Donc, ça me donne plein d'idées, de questions. On va revenir après sur les réseaux sociaux parce que je pense qu'il y a moins de rigoler. Ou pas, peut-être c'est pas si. Est-ce que vous n'êtes pas sujet à des problèmes de personnes qui vont acheter je sais pas combien de commandes pour les revendre après, je sais pas combien de produits pour les revendre après sur Vinted? Alors ça, c'est un très bon signe, ça. C'est un très bon signe. Alors non, on n'a pas ce phénomène de gens qui achètent beaucoup pour revendre. Par contre, on est sur Vinted. Et on est... Mais si tu vends, je dis n'importe quoi, une fringue à 150 balles et qu'elle a revendu 200 balles derrière, c'est quand même ça nous est arrivé, mais rarement. Mais ça nous est arrivé, effectivement. Et l'autre question, avant que je l'oublie, vas-y. Comment vous gérez justement la préparation de ces nouvelles collections, la communication autour de ça, nous donner un peu les étapes, donc j'imagine il y a la newsletter, etc. Sachant que vous savez systématiquement qu'il va y avoir certains sold out, comment vous gérez cette frustration aussi? Est-ce que, je sais pas, comment vous préparez tout ça? Parce que j'imagine qu'il doit y avoir tout un process maintenant que vous avez l'habitude. Alors je pense que au final c'est un ressenti qui est assez sain dans la mesure où en fait tu peux pas surproduire à tous les coups. Je veux dire, il y a déjà des faits économiques. Nous on peut pas fabriquer pour satisfaire tout le monde. En plus avec ce que je viens de dire sur le fait que tu as des doutes parfois évidemment jusqu'au jour du lancement entre une pièce qui va marcher et l'autre qui va pas marcher. Et c'est l'inverse qui se passe. On le gère en étant déjà toujours proche de nos clientes parce qu'elles nous écrivent beaucoup, que ce soit sur Instagram ou par mail. Pas pour se plaindre, mais pour dire écoutez, voilà, j'ai raté cette pièce. Il y a quelque chose qu'on a mis en place assez vite, c'est les alertes de retour en stock parce que nous, à la différence d'autres marques, on remet pas les pièces en stock au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on attend après 2 semaines, 3 semaines après le lancement d'une collection. On regroupe toutes les pièces qui nous ont été retournées suite au lancement, donc qui ne vont pas pour une raison ou pour une autre, problème de taille, etc. Et on met tout en même temps. C'est-à-dire que, parce que si on le faisait progressivement, en fait, il y aurait 200 personnes qui recevraient une alerte pour un produit ou 2 produits. On trouve ça vraiment, l'expérience, c'est vraiment pas folle. Je pense qu'on est voilà, du coup, on préfère regrouper, et donc on fait ça très souvent. On a fait des réassorts aussi quand on a pu sur des pièces qui ont vraiment cartonné et qu'on a les moyens de les faire avec nos usines. Mais franchement, on est dans un monde aujourd'hui où, en fait, il y en a plus. C'est tout, quoi. C'est pas grave. C'est que des vêtements. Tu vois, il y a aussi ça qu'il faut avoir en tête. Je veux dire, alors c'est pas un discours que tu peux tenir vraiment frontalement avec des clientes, mais on leur répond à toutes celles qui nous écrivent, on leur répond. Et on leur dit, voilà, si la pièce revient, vous allez être alerté, vous pouvez vous inscrire ici, etc., etc. Voilà. Et puis c'est une pièce qui va éventuellement revenir. On peut aussi faire ce genre de choses. Ça nous est arrivé encore récemment. Quand quelqu'un rate un modèle, notre jean marche particulièrement bien, on peut dire, par exemple, à une cliente qui je suis déçu de ne pas l'avoir chopé, on lui annonce en avant-première que c'est un modèle qui revient dans un autre coloris, dans une collection, dans 2 mois, et que si elle le souhaite, elle pourra le choper. Bref, voilà. Donc on peut faire ce genre de choses. Bon, les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Alors, les réseaux sociaux, non, je vais pas être super long là-dessus, mais alors, c'est vrai que... Tu peux. Moi, comme je disais, je suis pas présent sur Instagram, je publie rien. On parlait de LinkedIn avant de commencer le podcast, je suis vraiment nul sur LinkedIn, j'aime pas parler de moi en fait. C'est un truc qui me gêne profondément de parler de moi, je suis pas du tout à l'aise avec ce sujet. Pas obligé de parler de toi sur LinkedIn, tu peux donner des tout à fait, je sais, mais je pense qu'il faudrait que je me fasse un peu aider d'ailleurs parce que je vois très bien l'impact que ça peut avoir de poster sur LinkedIn, vous le faites, j'ai plein de potes qui le font très bien et franchement...
Ouais, il faudrait que j'évolue un peu là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est... alors, nous, dans notre vie de tous les jours, il y a des choses qui nous arrivent qui sont un peu surprenantes parce que Delphine, elle a quand même, entre guillemets, une notoriété. Je fais pas les guillemets avec les doigts parce que je déteste, mais je les mets virtuellement, là. Parce que, bon, il faut quand même relativiser. Elle a 85 000 abonnés sur son compte. Bah, les gens la reconnaissent dans la rue. Donc, les gens viennent la voir et lui disent des trucs parfois super mignons. Parfois gênant, parfois... et ça, moi, ça me fait toujours halluciner parce que les gens sont... Je compare souvent Instagram d'aujourd'hui avec la télé de mon époque à moi. J'ai 44 ans, donc à l'époque, nous, les gens que tu voyais dans la télé, quand tu les voyais en vrai, c'était un truc de fou parce que tu avais l'impression que c'était inaccessible. Et bah, je trouve qu'Instagram a un peu cet effet aujourd'hui. Ah ouais. Donc je dis Instagram, mais c'est valable pour TikTok, etc., même si c'est moins ma génération, évidemment, mais... et Instagram a cet effet où les gens qui te voient à travers, ou qui t'ont connu à travers Instagram, quand ils te voient dans la vraie vie, ils ont l'impression de voir quelqu'un de rare, ou je sais pas comment expliquer ça, de connu, quoi. Alors qu'en fait, franchement, et ça c'est vraiment important pour nous. Nous, Delphine en l'occurrence, elle est vraiment sur Instagram comme elle est dans la vie. Et ça, c'est un truc qui est super important et qui, je pense aussi, est un des gros piliers de notre réussite, c'est que on est vraiment sur Internet comme on est dans la vie et dans notre boîte, pareil, avec nos salariés, etc. Ça, c'est super important. Mais donc, ce que je voulais dire sur les réseaux sociaux, c'est l'importance ou la part que prennent les haters versus ceux qui te font des compliments. Si tu imagines une balance et tu mets des petits poids pour les gens qui te font des compliments et des poids pour les gens qui te font des reproches, les poids ont une masse qui est beaucoup plus importante sur la partie reproche. Et ça, pour tous les gens qui sont sur Instagram, c'est un truc qui est très difficile à gérer. Et je le dis vraiment avec beaucoup de bienveillance parce que je sais que pour Delphine, comme pour tous les autres qui sont des personnes publiques sur Instagram, que tu reçoives 2 messages de haters versus 200 messages de gens, 200 messages positifs, le poids des 2 messages est beaucoup plus lourd que celui des 200. Et ça, c'est vraiment un truc qui est très compliqué à gérer. Et c'est pour ça que le service client, c'est quelque chose que Delph a mis de côté très vite. C'est moi qui m'en occupe au début. Alors maintenant, on est évidemment staffé, on a toute une équipe qui s'occupe de ça. Mais moi, j'adore le service client et j'adore répondre aux gens qui ne sont pas satisfaits. Parce que je trouve que quand tu commences à discuter avec eux, on les appelle aussi souvent. La différence entre le ton utilisé sur un DM Instagram et le ton au téléphone quand tu dis au bout de 2 secondes bonjour, je suis Edouard des Cocottes, vous nous avez envoyé un message, je voulais vous aider ou vous vouliez peut-être m'expliquer quel était le problème. Ah là, je peux te dire que le ton change complètement. Et tu as un espèce de... Et ça nous est tous arrivé, hein. Je pense que je dis pas que c'est que les autres, hein. Moi j'ai pu parfois écrire des messages à des boîtes ou suite à des problèmes que j'ai eu avec des produits où j'ai utilisé un ton qui n'était pas forcément le ton le plus adapté parce que j'étais énervé sur le coup, mais tu peux désamorcer ça de façon très rapide et vraiment pour moi le service client c'est un sujet qui me passionne et que je trouve super intéressant à activer parce que je le trouve très simple à activer en fait. Voilà. Comment elle gère d'ailleurs à la fois Delphine mais aussi toi la notoriété, enfin elle sa propre notoriété et toi aussi. Alors après tu l'as dit évidemment c'est pas elle est pas extrêmement connue, peut-être la plupart des personnes qui vont nous écouter la connaîtront peut-être pas. Non, c'est sûr. Mais en effet elle a une notoriété qui est entre guillemets, je peux me permettre, un peu au-dessus de la marque, en tout cas sur Instagram, parce qu'elle a plus de followers que Cocotte. Alors l'explication, c'est que le compte initial, c'était exactement. Le compte initial était le sien. Il s'est appelé les Cocottes pendant très longtemps, ce compte. Maintenant, c'est devenu son compte personnel parce qu'on a créé un compte pro pour les Cocottes l'année dernière. Qui s'est bien développé, qui a quasiment 30 000 abonnés, qui est vraiment le sujet sur lequel on veut travailler dans les mois qui viennent. On a embauché quelqu'un pour s'en occuper, une responsable communication et image, Morgane, qui s'occupe de ça super bien. Mais elle le gère. Alors elle n'est pas toujours très à l'aise quand les gens viennent la voir. Elle est toujours très touchée, mais elle ne sait pas toujours quoi leur dire, quoi. C'est un peu gênant. Parfois,
bah, tu sais pas quoi répondre. Et puis tu peux être aussi dans des moments où tu es avec ta famille, ton fils, en train de visiter un musée, tu as quelqu'un qui vient te voir. Bon. Mais après, attends, franchement, elle s'en plaint jamais parce que c'est génial. Au final, les gens sont toujours très bienveillants, donc c'est vraiment très cool. Moi, ça n'impacte pas ma vie pour rien au monde. Enfin, je veux dire zéro. Moi, je trouve ça aussi très sympa. Et puis, vraiment, ça nous est arrivé dans des situations très particulières. Sur une aire d'autoroute paumée au milieu de la France, je m'en souviendrai toute ma vie. C'était l'année dernière, il y a 2 ans, on partait en vacances dans le Médoc. On s'arrête dans une station essence. Vraiment, je pense que c'est une des stations les plus paumées de France. Genre, il y en a une, il y en a pas 50 km après, 50 km avant. Vraiment, tout le monde s'arrête là-bas parce que sinon, tu tombes en panne, quoi, grosso modo. Et là, il y a quelqu'un on monte dans la voiture, on repart, et là, il y a quelqu'un qui envoie un message à Delphine en disant: je vous ai vu, là, il y a 5 minutes, dans cette station, au milieu de la France, et j'ai pas osé venir vous parler, j'adore ce que vous faites, etc. Et c'était super touchant, et Delph a répondu qu'elle aurait dû venir, mais il y a des gens qui n'osent pas non plus, et ça arrive beaucoup aussi. Après, le truc le plus dur à gérer, c'est de répondre tout le temps. C'est un boulot qui est monstrueux, ça commence à 7h le matin et ça se termine à 22h, 23h le soir. Et c'est aussi ce qui a fait beaucoup le succès, c'est qu'on répond à tout le monde, quasiment tout le monde, vraiment. Et Delphine personnellement le fait, quoi. Donc c'est quand les gens reçoivent une réponse, c'est forcément Delphine qui l'a écrite. Ouais. Et donc ça, c'est toujours un peu étonnant parce que y a des gens qui se rendent tellement pas compte. Elle reçoit des messages pas plus tard que la semaine dernière. Bah écoute, je viens au concert de Taylor Swift, je sais pas où me garer, tu peux me dire où est-ce qu'il faut que je me gare pour aller au concert de Taylor Swift? Enfin, les gens pensent que non, mais c'est Google, quoi. Voilà, c'est très souvent. Ma fille a emménagé à Lyon, j'ai besoin d'un plombier, tu peux me conseiller un plombier? C'est ce genre de délire. Non, mais il y a des trucs vraiment étonnants. Les gens sont parfois un peu bizarres, mais ça fait partie du folklore Instagram. C'est qui le meilleur plombier de Lyon? Alors moi j'en ai un à Caluire, mais je donne pas son nom parce qu'après il sera jamais dispo quand j'aurai besoin de lui, donc je préfère éviter. Très très bon réflexe. On va parler de choses un peu moins sexy. Aujourd'hui, comment vous gérez, là je rentre plus dans le dur de Shopify, comment vous gérez aujourd'hui l'acquisition sur le site? Alors vous avez une grosse communauté, j'imagine que c'est en grosse partie ça avec les mails, Klaviyo, tout ça. Est-ce que vous traitez aussi un peu le SEA aujourd'hui? Vous faites un peu de publicité, etc. Est-ce que si tu devais conseiller des marques aussi là-dessus, qu'est-ce qui fonctionne? Je sais pas si je vais être un bon exemple, mais je vais le dire quand même parce que c'est ce qui s'est passé, c'est que pendant 3 ans, on n'a pas acheté 1 euro de publicité pendant 3 ans. Parce qu'on n'avait pas besoin, en fait. C'est surtout pour ça. Je vais juste rappeler qu'on a grossi très vite et en fait, on n'a pas eu envie de grossir plus. Ouais. Il y a un moment où on s'est dit, ça nous va très bien. On n'avait pas de... Souvent, je le dis pas forcément bien, mais il faut pas se tromper. C'est pas qu'on n'avait pas d'ambition, c'est que juste on s'est jamais dit, on veut que cette boîte, elle fasse tant... On n'avait pas de business plan, déjà d'une. À partir du moment où la boîte était rentable et qu'on pouvait embaucher des gens et les payer convenablement, ça nous allait très bien. Voilà. Donc on a préféré investir dans le recrutement de nos salariés plutôt que dans le recrutement de nos clientes parce qu'on en avait suffisamment pour ne pas avoir besoin de le faire. Donc je vais bien le mettre en contexte parce que je veux pas que les gens pensent que on aurait pu le faire, mais on n'a pas voulu parce que ça nous convenait très bien comme ça et qu'on n'avait pas besoin. C'est surtout ça le truc. Parce que demain, effectivement, là, si je m'adresse à quelqu'un qui monte une boîte, une marque et qui a besoin de faire de l'acquisition, évidemment que je vais lui conseiller de faire de l'acquisition. C'est une évidence. Maintenant, l'acquisition, elle coûte de plus en plus cher. Donc, je pense que là, on est vraiment dans une phase où il va y avoir une espèce de switch entre l'acquisition pure telle que tu l'as définie là, c'est-à-dire acheter de l'ADS sur Pinterest et sur Instagram et TikTok, et la création de contenu à valeur ajoutée. Je pense nous, on est à cette frontière-là parce que le contenu, on le crée au quotidien par le compte de Delphine. Là, on travaille sur une nouvelle version, c'est pour ça qu'on se connaît aussi, du site, où on va créer de la valeur autrement que simplement le contenu que crée Delphine, et c'est super important pour nous. Et donc, ça va nous permettre de recruter aussi. Et je crois que déjà la qualité du contenu, elle va changer.
Je parle pas de nous, hein, je parle en général. On a une phase où le contenu, fallait qu'il soit nickel, que le montage il soit parfait, que tous les edits, c'était vraiment les mecs qui passaient beaucoup de temps. Et aujourd'hui, les chiffres Instagram et TikTok, ils montrent que c'est les vidéos les moins éditées qui marchent le mieux. Et ça, je pense que c'est à rapprocher du phénomène qui est les marques qui sont les plus transparentes sur la façon dont elles travaillent, qui elles font travailler, où est-ce qu'elles font fabriquer, d'où viennent leurs tissus, qui sont leurs salariés, etc. C'est les boîtes qui marchent le mieux. Donc en fait, le sujet de l'acquisition aujourd'hui, il est vraiment compliqué. Et je ne sais pas si je serais vraiment de bon conseil, si ce n'est effectivement de voir la chose beaucoup plus globalement que simplement sous le prisme de il faut faire de l'acquisition à tout prix, quoi. Ouais, voilà, c'est surtout ça. Et je fais une petite parenthèse, tu as parlé de Pinterest. Ça fonctionne bien. Ouais. Je connais un peu moins bien. Nous, on ne fait pas d'acquisition. Alors, nous, c'est un réseau social qui nous correspond beaucoup. Ouais, carrément. Parce qu'il y a beaucoup d'inspirationnel, que Delphine publie beaucoup de photos, de décorations, de voyages, etc. Et Pinterest est très axé là-dessus, donc on a un taux de transformation qui est super intéressant sur Pinterest. Trop bien. Puis les coûts d'acquisition sont moins chers aussi. Ouais, voilà. C'est aussi pour ça que ça nous a intéressé, parce que historiquement Delphine a toujours eu un compte Pinterest et elle y a toujours passé beaucoup de temps. Donc on s'est très vite dit avec l'agence qui nous accompagne aujourd'hui, donc depuis l'année dernière, qu'on allait investir sur Pinterest. Après, versus qu'on investit sur Instagram, sur Meta, ça n'a rien à voir. Mais par contre, la transformation, elle est largement supérieure. Ouais. Voilà. Donc ça marche vraiment bien. Par contre, je suis pas sûr que ça soit adapté à toutes les marques, à tous les types de business. Encore une fois, nous, ça nous va bien parce que ça colle parfaitement avec notre image et avec l'image qu'on veut donner de la marque. Et voilà. Donc Pinterest, oui. Canon. Là, je vais parler un peu de l'écosystème mode, fashion. Je sais pas comment on peut le définir. De mon point de vue, créer une marque de vêtements aujourd'hui, alors c'est à la fois quelque chose que beaucoup de gens ont envie de faire, mais qui me paraît un peu bouché. Tu vois, t'as quand même pas mal de marques qui sont installées. Vous, votre marque, c'est un peu particulier parce qu'elle s'est construite aussi autour de Delphine et vous avez eu un momentum, etc. Est-ce que, selon toi, il reste des opportunités dans le vêtement aujourd'hui pour se lancer dans l'e-commerce? Tu parlais d'Asphalt, qui est assez intéressant, qui est un modèle un peu intéressant, mais en même temps, je me souviens plus des prénoms des fondateurs, mais ils ont fait une vidéo récemment pour dire c'est pas toujours facile, machin, etc. Donc est-ce qu'il y a de la place encore aujourd'hui, en gros, pour alors tu vois, pour rebondir sur Asphalt, effectivement, en fin d'année dernière, en décembre, William et son associé, dont j'oublie toujours le nom, c'est lui qui fait les voix off sur toutes les vidéos d'Asphalt d'ailleurs. Il a une voix qui passe super bien. Je comprends pourquoi il le fait, parce que je trouve que ça marche vraiment bien. Ils ont fait cette vidéo pour expliquer qu'ils avaient dû licencier une partie de leur effectif l'année dernière, qui s'étaient trompés. J'ai trouvé la vidéo super intéressante, mais ça colle vraiment avec ce qu'ils sont. C'est ça, ils sont tous les deux dans un salon, là, ils parlent. Ouais, tout à fait, pendant 20-25 minutes. Ouais. Et ils parlent des erreurs qu'ils ont faites, de l'année qui viennent de passer, et ils parlent un peu de l'avenir. Voilà. Et là, ils viennent d'annoncer que c'était même l'année dernière, cette vidéo, ils viennent d'annoncer que leurs chiffres avaient été en croissance de 30% cette année. Donc, voilà, enfin, alors, et pour répondre à ta question, pendant la conférence à laquelle participait Delphine cette semaine, il y avait une influenceuse déco qui s'appelle Sophie Ingrasse, qui a un compte Insta qui s'appelle Le Voyage Intérieur, qui s'est lancé il y a 4 ans, je crois aussi, ou un peu plus. Je suis désolé si elle écoute ce podcast. Excuse-moi, Sophie, de me tromper sur les dates. Mais ce que je voulais dire, elle a dit un truc super intéressant, qui, je pense, est un très bon conseil à donner à tout le monde. Ne regardez pas la concurrence. Voilà. Si tu as une idée, que tu es convaincu que c'est la bonne idée, vas-y, en fait. Si tu regardes un marché en disant il y a trop d'acteurs et les acteurs ils sont gigantesques, Zara, Levi's, je sais pas pourquoi je parle de Levi's, mais bon bref, on va citer Asphalt à nouveau, Bache, Isabelle Marant. Nous concernant, nous sur la mode féminine, t'as Cézanne, 300-400 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui s'est construit que sur Internet, qui est une réussite incroyable. Si tu regardes les autres, tu te dis ok, moi je suis personne, j'ai encore 0 produit, je fais 0 de chiffre d'affaires. T'y vas pas, en fait. C'est comme si tu montais en haut d'une falaise et que tu t'étais promis que tu allais sauter ou faire de la chute libre, et que tu commences à regarder le sol. Bah non, t'y vas pas, franchement. En fait, il faut pas faire ça. Alors, ça veut pas dire qu'il faut pas connaître son marché, mais pour autant,
Ne jamais se comparer aux autres, je pense que c'est un super conseil. Et elle, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, depuis que je me suis lancé, j'ai arrêté de regarder la concurrence. Donc elle ne regarde pas ce que font les autres. Et elle fait son truc dans son coin. Et elle donnait un exemple très sympa, c'est qu'elle a un rendez-vous avec ses abonnés tous les jours de la semaine où elle publie tous les soirs à la même heure un post qui est un post un peu ambiance magazine, déco d'intérieur, qui est les magazines de déco qu'elle aimait beaucoup quand elle était jeune, elle a le même âge que moi, à peu près 42 ou 43 je crois. Et un jour quelqu'un lui a dit je préfère voir vos posts Instagram du soir que d'acheter un magazine de déco. Et là elle s'est dit j'ai réussi quoi. Voilà. C'était le truc qu'elle espérait qu'un jour on lui dise, sans le savoir évidemment, c'est ce qu'elle racontait, et qui lui a fait penser qu'en fait elle avait fait le bon choix et qu'elle était finalement super heureuse de cette nouvelle vie qu'elle s'était choisie. Voilà. Très très bon conseil. On arrive à la fin de cette interview. Il me reste quelques questions pour finir. Vas-y. La première, c'est quoi ton meilleur souvenir dans toute cette aventure ? Ouais, je suis obligé de dire le jour où on a ouvert le site pour la première fois le 20 octobre 2020 chez les parents de Delphine. Je vais même dire que j'en ai pleuré. Franchement, j'ai failli te poser la question. J'ai pensé, est-ce que alors je vais être honnête avec les combien vous m'avez dit 200 000 personnes qui nous écoute, c'est ça, enfin qui vont nous écouter au moins 3 millions. Ah ouais, ça augmente. Ouais. C'est parce que je suis là que ça va grimper. Ouais. Non, pas du tout. Je peux pleurer vraiment facilement. Enfin, une émotion sportive par exemple. Je suis vachement dans le sport, etc. Une victoire d'équipe de France en finale de l'Euro par exemple dans un mois là. Tu peux me faire chialer sans problème. Un passage de film un peu émouvant. Ouais, je peux être sensible. Je suis pas sensible, mais je peux être sensible. Bon, bref. Et ce truc-là, ce jour-là, vraiment. Et puis évidemment, c'était chez ses parents qui nous avaient aussi un peu aidé financièrement, qui l'avaient aidé elle financièrement au début. Il y avait une signification, il y avait un truc qui était important pour elle, important pour moi, parce que on y avait quand même passé vachement de temps. Et de voir que les gens étaient au rendez-vous du premier vrai gros pari qu'on prenait ensemble sur ce projet. C'était super émouvant et je pense que dans toutes les créations de boîtes il faut vraiment toujours essayer de se rappeler des moments du début. Moi je suis quelqu'un de très cool par rapport aux difficultés, etc. Je suis jamais paniqué, il n'y a rien qui me fait vraiment paniquer et j'aime bien essayer de me rappeler effectivement les moments où voilà, qui ont participé à la création d'une histoire, d'un truc. Il y en a plein d'autres des moments, mais ce moment-là, il est évidemment fondateur et dans tous les sens du terme. C'est aussi à prendre du recul, tu sais, quand tu as un certain stade, ouais. Et tu dis, en ce moment, c'est pourri et tout, tu dis, mais en fait, il y a 2 ans, où est-ce qu'on était, tu vois ? Ouais, exactement. Et d'ailleurs, je l'ai pas dit sur ta question précédente concernant les gens qui se lanceraient dans la mode. Alors, le marché, en plus, est pourri en ce moment. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de marques qui ferment, beaucoup de magasins qui ferment. Il y a beaucoup de marques qui se sont lancées pendant le Covid, justement, aussi tout à l'heure, j'en ai pas parlé, mais et qui avaient des bases peut-être moins solides que nous. Et c'est pas dire qu'on a été meilleurs, c'est juste que nous, on avait cette chance d'avoir cette communauté qui nous accompagnait depuis assez longtemps en amont. Et c'est aussi ça qui a fait qu'on a pu surfer sur le Covid et l'après-Covid. Et aujourd'hui, dans un marché qui est quand même un peu sinistré, hein, clairement. Et donc oui, je pense que c'est vraiment très important de se rappeler d'où on vient, déjà toujours, mais ça c'est valable à titre personnel aussi. Et nous, je le dis souvent aussi, notre chance aussi, c'est qu'on vient pas du milieu et que donc on n'a pas d'a priori sur quoi que ce soit. Et en fait, on apprend tous les jours. Donc même si on a plus de certitude aujourd'hui qu'hier et qu'on en aura encore plus demain, etc. Mais ouais, c'est super important de se rappeler, clairement. J'ai la question opposée. C'est quoi le pire souvenir que tu as ? C'est pas facile ça du coup. On n'a pas eu de... Ah si, on a eu des problèmes de prod. C'est historiquement la question où les gens le réfléchissent le plus. Ouais, alors si, on a eu des problèmes de prod. Alors, mais bon, tu vois, ça fait le parfait complément à ce que je viens de dire juste avant. Moi, j'aime bien... je vais pas dire que je suis un spécialiste du traitement de problèmes, mais je suis tellement calme que moi, dès qu'un problème arrive, généralement, je suis plutôt excité parce que je sais que je vais pouvoir le résoudre calmement et que je pense que c'est déterminant pour résoudre des problèmes. Et ça, c'est peut-être un conseil que je donnerais aussi. Je pense qu'il faut s'associer. Quand tu veux monter une boîte, quel que soit le business, c'est vraiment important de pas être tout seul. Être tout seul, c'est très compliqué.
de mon point de vue. Et si tu as le choix dans l'association, avoir quelqu'un, si c'est pas toi, cette personne, qui est vraiment, qui a beaucoup de sang-froid, dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est vraiment essentiel. J'en parlais avec mon autre associé l'autre jour qui me disait ça, parce que lui, il est tout l'inverse. Enfin, tout l'inverse. Lui, il est dans la gestion, il est dans l'angoisse, dans le résultat commercial. Et c'est aussi évidemment essentiel à la vie d'une boîte, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais on se disait qu'on se complétait vraiment super bien, et je pense qu'avec Delphine, c'est exactement la même chose. C'est pas le feu et la glace pour prendre des clichés merdiques, mais c'est un peu ça. Moi, je suis très cool. Donc, en fait, un gros problème de prod, ce qui peut potentiellement vraiment te mettre en difficulté financièrement. Moi, j'aime bien les aborder dans la mesure où je sais qu'on va trouver une solution et que je tire beaucoup de satisfaction à l'idée d'essayer d'aller trouver une solution avec les personnes, avec l'équipe avec laquelle je vais devoir travailler sur ce sujet-là en particulier. Donc, il y a un souvenir, effectivement, dont je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, un problème de prod qui a vraiment été une galère à gérer, mais qu'on a réussi à transformer en truc positif vis-à-vis de nos clientes. Et ça, je pense que c'est super intéressant d'aborder les problèmes comme ça. Et je pense qu'on le fait plutôt bien, globalement. Si tu devais recommencer aujourd'hui, tu ferais quoi différemment ? Franchement, rien. Ouais, vraiment. Après, nous, on a lancé le truc tard, je parle de... moi, j'ai 44, donc j'avais 40 ans quand on a commencé l'aventure ensemble. On aurait eu 25, 30, tu vois, je t'aurais peut-être pas fait la même réponse, parce que je pense que on avait aussi la sagesse, et l'un et l'autre, c'est un autre conseil que je donnerais, c'est entourez-vous rapidement. Et surtout, j'en parlais récemment avec quelqu'un en disant il faut jamais avoir peur d'avoir des gens plus intelligents que soi autour de soi. En fait, c'est même un truc prioritaire. Ouais, pour moi, c'est quand tu montes une boîte, le premier truc à faire, c'est essayer de trouver le mec plus intelligent que toi sur le sujet qui va faire la différence pour ta boîte, et ne jamais prendre ombrage ou avoir des problèmes d'ego. Si tu as des problèmes d'ego quand tu montes une boîte, ça peut vraiment être compliqué. Et si c'est pas compliqué pour toi, ça sera malheureusement compliqué pour tes salariés. Ça, c'est un autre sujet, mais nous, on n'a ni l'un ni l'autre de problème d'ego, et donc on a très vite compris qu'il fallait qu'on aille chercher des gens beaucoup plus compétents que nous sur les sujets, que ce soit le service client ou d'autres sujets en interne. Vraiment. Je sais plus quel entrepreneur américain, j'oublie tout le temps, je suis très très nul pour retenir les trucs, mais il y en a un qui disait si t'es le plus intelligent de la pièce, c'est que t'es pas au bon endroit. Ouais, c'est exactement ça. Je pense que je l'ai vu aussi, ce truc. Je sais plus où, oui, donc je vais pas t'aider sur sais plus qui c'est, mais la personnalité, mais je suis complètement d'accord. Je suis sûr que des gens me reprendront. Si tu fais une réunion en interne avec tous les cadres et que tu te penses être le plus intelligent sur tous les sujets, c'est qu'effectivement tu t'es planté, et que dans le recrutement déjà, et que t'es peut-être même pas toi-même au bon endroit. Effectivement, t'as raison. Et question posée aussi, qu'est-ce que tu referais absolument encore si tu refaisais cette aventure? Oh là là, celle-là, c'est peut-être celle qui va me donner le plus de fil à retordre. Qu'est-ce que je referais absolument encore? Si un truc, tu dis ça, si, j'ai une conclusion super facile, c'est bosser avec vous. Ah oui. Voilà. Et là, je peux te faire tomber le micro. Attends, parce que là, le site n'est pas encore sorti, on sait jamais. Ouais, non, mais je le dis en déconnant, mais ça fait partie des... Moi, je trouve ça, c'est un truc que je Enfin, ta question, c'est qu'est-ce que je referais absolument? C'est-à-dire, si dans toutes ces aventures, s'il y a un truc vraiment, tu dis ça, si je redémarrais un truc, par exemple, une aventure entrepreneuriale, je referais ce truc-là. C'est vraiment ça va être un peu une répétition de ce que je viens de dire juste avant, mais c'est s'ouvrir aux autres. En fait, c'est ça qui nous a déjà personnellement, on a fait des rencontres géniales, et professionnellement ça a été essentiel dans notre croissance de rencontrer telle personne à tel moment, et ça c'est aussi le talent de Delphine, d'être super ouverte à l'idée d'aller demander conseil à des gens. On m'a conseillé de parler à telle personne. Ça n'a pas toujours bien marché, hein, franchement. On a rencontré des gens qui étaient en fait pas les gens qu'on pensait qu'ils étaient. Mais je pense que ça nous a aidé aussi. C'est toujours pareil. Franchement, pour moi, les mauvaises aventures sont toujours l'étape indispensable à l'accomplissement d'une boîte, l'accomplissement personnel, etc. C'est toujours une pierre de plus
à ton aventure personnelle ou professionnelle. Il faut toujours faire des mauvaises rencontres, il faut toujours avoir des échecs pour avoir des succès. C'est complètement indissociable. Voilà. Donc, j'ai pas un truc précis à te dire, mais ça, ouais, c'est toujours rester ouvert sur les rencontres et essayer de j'ai retenu bosser avec Moon Moon, c'est ce que. Ouais, voilà, c'est la première chose que j'ai dit, c'est ça, et voilà, ce sera l'extrait du podcast. Ça, c'est la réduction sur la facture finale qui est garantie. Exactement, a priori. Une section offerte. Ouais. Mais ma question finale, j'en aurai une finale, mais ma question finale où il va falloir que tu réfléchisses un peu, c'est jusqu'où vous souhaitez aller, c'est quoi votre ambition finale? Enfin, et la vraie question, c'est quand est-ce que ça s'arrête cette aventure? Quand est-ce que vous pensez que vous avez atteint le but? Alors, l'objectif à, je vais dire court terme, mais le court terme, je sais pas, qu'est-ce que c'est le court terme dans la vie d'une société, dans la mode, le court terme, ça peut être une saison, mais c'est pas de ça dont je parle. Donc je dirais moyen terme du coup. Je dirais quelques années. C'est d'essayer de rester indépendant. On n'a jamais levé d'argent et on aimerait ne pas avoir besoin de le faire. J'ai failli te poser une question là-dessus d'ailleurs, ouais. Sur le fait que est-ce que vous prévoyez peut-être de revendre, enfin, où est-ce que ça vous a traversé l'esprit? Jamais. On s'est toujours dit le plus longtemps on peut rester tous les deux, Delphine et moi, dans l'actionnariat de la boîte, le mieux, vraiment. C'est pas que je veux pas par là critiquer les sociétés qui le font, mais c'est un tel confort de pouvoir s'autofinancer, de pas avoir besoin d'aller chercher de l'argent ailleurs et de faire rentrer quelqu'un qui éventuellement va pas ingérer, mais forcément rentrer dans le processus de décision. Alors ça peut être un apport indéniable, hein. Je veux dire, il y a plein de boîtes qui ont levé de l'argent et qui se sont... j'ai un pote dont c'est le métier et j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour lui. Et donc, je sais pertinemment que tu peux faire rentrer dans ton capital des personnes de valeur. Mais moi, j'aime beaucoup le fait qu'on soit que tous les deux et qu'on puisse un peu gérer ça pour l'instant à notre... Voilà. Donc, où est-ce qu'on veut aller? En fait, vraiment, l'appétit vient en mangeant parce qu'au début... je le disais, je crois, tout à l'heure, mais on s'est jamais dit on veut devenir un tel, on veut faire tant d'argent, etc. Ça nous a jamais vraiment intéressé. Et ça nous intéresse d'ailleurs toujours pas. Mais par contre, vraiment, plus la boîte se développe, plus on se dit qu'il y a vraiment quelque chose à faire et que en fait, satisfaire nos clientes et faire en sorte qu'elles soient de plus en plus nombreuses, avoir une belle image, faire des beaux vêtements et garder un bon rapport qualité-prix et devenir gros si on doit devenir gros. Franchement, je suis pas contre. Mais je me réveille pas le matin en me disant je veux vendre dans 10 ans et faire vendre 20, 30, 40 millions, etc. Pas du tout, hein, vraiment. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est vraiment pas un truc qui me... Ça te motive pas. Ouais, exactement. Ce qui me motive plutôt, c'est voir qu'on a une équipe aujourd'hui, on est 12 de gens qui sont des gens... vraiment, ça nous rend super fiers. Vraiment, nos salariés, on a que des gens de valeur, que des gens qui croient au projet, qui sont super impliqués, etc. J'ai pas fait le bullshit habituel, on est une famille, machin. Je m'en fous de ça. Franchement, j'ai jamais vendu un projet où on serait une famille. Ça m'intéresse. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, j'ai des gens qui travaillent pour nous et qui sont vraiment top. Et ça, je peux te dire qu'il n'y a rien de mieux que de bosser dans un super environnement. Ouais, et je trouve que, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais moi, je suis super ouvert sur ce genre de truc, sur le bien-être au travail. Je trouve que c'est un sujet super intéressant et je pense que la réussite d'une boîte, c'est beaucoup ça. Moi, ça me ferait vraiment chier d'être derrière mes salariés et de leur demander t'as fait quoi aujourd'hui, les résultats c'est quoi, les KPI ils en sont où. Évidemment, t'as envie de progresser. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si on laissait la boîte se gérer toute seule, mais moi, ce qui m'inquiète vraiment au quotidien, c'est que mes salariés soient contents d'être au boulot, quoi. À partir du moment où tu es sûr qu'ils sont contents, ils vont forcément, de mon point de vue, bien bosser. Ouais, si tu leur donnes un bon cadre et une bonne direction et une bonne gestion d'entreprise, évidemment, ils vont pas se gérer tout seuls, mais ça, c'est notre priorité à tous les deux, en fait. Voilà. Donc, à partir du moment où j'ai des salariés qui nous disent, je leur pose pas la question, mais qui me donnent l'impression d'être contents d'être là et qui bossent bien, ça veut dire que tout va bien. Et vraiment, ça, c'est ma joie au quotidien, c'est ça. Vraiment. Avant qu'on se quitte, je vais te demander où est-ce qu'on peut, toi, te retrouver, peut-être sur LinkedIn, les réseaux sociaux, etc. Et aussi, tu vois, je t'oblige à te dévoiler voilà, peut-être aller suivre Cocotte sur les réseaux sociaux. Alors, ouais, donc moi, personnellement,
Fais ta pub, c'est le Ça moment va de pas pub. être, je vais pas être le meilleur vendeur parce que même si ça a été mon métier, hein, j'étais commercial quand même, responsable commercial. Enfin bon, bref, je savais vendre, mais pas me vendre. Mais bon, donc me suivre sur LinkedIn, ça va pas vous apporter grand chose pour l'instant, mais je désespère pas de dire des trucs intéressants bientôt. Donc j'ai un profil LinkedIn, vous me trouverez sans problème. J'ai pas de profil Insta, enfin si j'ai évidemment un profil Insta, mais qui est en privé et j'ai pas vocation Partager. à le partager à l'avenir et voilà. Mais par contre sur l'Insta des cocottes, on est en train de travailler notre communication sur les mois qui viennent et sur les années à venir. J'apparaîtrai plus sur le compte des cocottes, ça c'est une certitude. Sous quelle forme exactement, je sais pas. Le principe du podcast, c'est quelque chose qu'on étudie, qu'on va faire, d'elle va en faire. Moi, bah, c'est le premier, tu vois, c'est mon baptême. Voilà. Je pourrais dire que, tu vois, finalement, ça se trouve, Tu vois, c'est votre premier podcast. ça va rester déjà un très bon souvenir, parce que on est déjà à la fin, mais c'était très intéressant de faire ça. Et je ferais plutôt ça, tu vois, par exemple. Ça, c'est un concept qui me plaît bien, de faire des podcasts, et c'est super cool de parler de plein de sujets, même pas forcément de mon activité, mais on peut parler d'autres choses. Mais parler de moi et me mettre moi, me filmer, etc. Non, les gens vont être déçus. Il vaut mieux pas que je le. Non, mais très bien. Bah, allez suivre les cocottes sur Ouais, voilà. Instagram. Venez nous suivre sur Insta, notre site. On est que pour l'instant distribué. Dernière chose, mais je sais pas quand ce podcast sera en ligne. Je sais pas, je regarde Anatole en même temps. Je ne sais pas. Bientôt, mais ça sera peut-être trop tard. Mais je le dis quand même, et tu pourras peut-être couper la fin du coup, Anatole. Mais on ouvre un pop-up, notre premier pop-up au mois de juillet à Lyon. Voilà, on va en ouvrir d'autres. Voilà, ça fait partie de la stratégie sur les mois qui viennent. On veut aller à la rencontre de nos clientes parce que on les a jamais vues en fait. On les voit dans la rue quand elles nous interpellent, quand elles interpellent Delphine, mais on les a jamais vraiment vues. Donc on ouvre un pop-up et voilà, ça c'est l'avenir aussi un peu des cocottes. Très bien. Et ben on fera en sorte que ce soit diffusé avant. Au début juillet, je pense que ça devrait être le cas. Okay. Donc, voilà. Bah écoute, merci beaucoup Edouard. Merci à toi top, pour l'invitation. Et puis à très vite. À très vite. Ciao.